Chers camarades, bonjour. Au début des années 60, l'Union soviétique domine la course à l'espace. Seulement 6 ans après avoir envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, l'URSS se prépare à l'étape suivante. Aller sur la Lune? Pas seulement. Les soviétiques rêvent d'horizons plus lointains. Et pour mener à bien leur projet, ils vont mener une expérience top secrète. Générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antonin, je suis consultant et j'anime la chaîne Le Monde est à vous. Une chaîne qui aborde des sujets variés, de l'histoire à la science, en passant par des récits, des anecdotes, des analyses et les questions qui font notre monde. Oui, je le sais, c'est très ambitieux. Vous êtes de nature curieuse? Alors abonnez-vous. Peu de gens le savent, mais à la fin de l'année 1967, l'URSS a mené une expérience d'isolement. Cette expérience, intitulée Expérience d'évaluation d'habitabilité dans une installation pressurisée, traduction littérale, s'est étalée du 5 novembre 1967 au 5 novembre 1968. Si quelques expériences de confinement ont déjà été réalisées les années précédentes, aucune n'a été aussi longue et menée dans des conditions si rigoureuses. C'était donc une première en la matière. Officiellement, le but de l'expérience était de développer des systèmes de survie dans un espace confiné. En réalité, il s'agissait de la préparation pour un vol spatial vers une autre planète. Sergueï Korolev, à qui on peut attribuer la position dominante de l'URSS sur le domaine spatial de la fin des années 50 au début des années 60, n'a pas seulement élaboré des plans pour un vol spatial habité. Il rêvait d'expéditions plus lointaines, sur la Lune, sur Mars, sur Vénus. À cette époque, les soviétiques sont en pleine course à l'espace avec les Américains. Objectif Lune. Mais pas seulement. Ils étudiaient un vaisseau spatial interplanétaire baptisé TMK, qui devait permettre de survoler Vénus et d'aller sur Mars. Mission désignée Tyagelova Mejplanetnava Karablia, qui pourrait être traduit par véhicule interplanétaire lourd. Cette mission, initialement planifiée pour le 8 juin 1971, devait emporter 3 hommes pour un survol de Mars. C'était une mission ambitieuse. 10 mois et demi de vol pour survoler Mars, lâcher des atterrisseurs et revenir. Mais attention, le retour était prévu pour le 10 juillet 1974, soit 3 ans, 1 mois et 2 jours après le départ. Certaines technologies étaient déjà disponibles à la fin des années 60, mais les experts avaient calculé qu'un Martien avait besoin d'au moins 700 grammes de nourriture, 2 litres et demi de boisson, 5 litres et demi d'eau sanitaire et près de 800 grammes d'oxygène par jour. Pour rejoindre Mars et pour un équipage de 3 personnes, cela représentait environ 10 tonnes. Et cela juste pour rejoindre Mars, sans parler du retour. Dans l'espace, chaque gramme compte. Il était hors de question de partir avec toutes ses réserves. C'était clair, il fallait un système de survie en cycle fermé. Et cela passait par le recyclage. Le recyclage des déchets organiques issus de la consommation des ressources, eau, aliments, oxygène, et se passer de tout ravitaillement extérieur pour que cela soit réalisable. Les expériences de systèmes de survie en cycle fermé n'en sont à l'époque qu'à leur balbutiement. Elles ont commencé quelques années plus tôt à l'Institut de biophysique de Krasnoïarsk, avec la construction des écosystèmes bio. Aujourd'hui encore, ces expériences sont une bible pour les vols spatiaux habités. Quiconque conçoit des stations spatiales avec recyclage de l'eau, de l'air, des plantes et des aliments se réfère à ces travaux. Dans cette expérience, les médecins voulaient aussi savoir s'il existait une limite à la surcharge psychologique. En gros, à partir de quel moment on craque. La chambre pressurisée faisait 6 mètres de long pour 2 de large. Il y avait 3 couchettes superposées, un coin cuisine avec un réfrigérateur, une table pliante, un vélo conçu pour l'entraînement et l'étude des performances physiques, un compartiment sanitaire avec douche et toilette, et la quasi-totalité des 12 mètres carrés était occupée par ces équipements. Vous ne pouviez pas vous croiser sans vous toucher. Pour obtenir des estimations précises de ce qu'une personne dégage, il était nécessaire qu'il n'y ait pas de vapeur de polymère ou de bois dans le module. L'intérieur était donc en acier inoxydable, massif et de couleur sombre. L'isolement au monde extérieur était complet,
et les communications possibles uniquement par radio avec le responsable de l'expérience, Yuri Gerasimovitch Nefedov. Pour participer à cette expérience, les volontaires ne manquaient pas. Mais une fois les conditions de l'expérience expliquées, un grand nombre d'entre eux a finalement refusé de participer. Pour ceux qui restaient, les exigences de sélection étaient strictes. Les candidats devaient avoir une excellente santé et être des spécialistes qualifiés. Et ce sont bien sûr les médecins qui ont eu le dernier mot. Ils ont fait la sélection comme si les candidats allaient réellement participer à un vol spatial de longue durée. Il leur fallait 2 équipes de 3 personnes, une équipe principale et une équipe de secours. Chacun des équipages devait disposer d'un ingénieur, un biologiste et un médecin pour mener à bien cette expérience. Les 3 personnes retenues pour cette expérience sont German Manovtsev, Boris Ulibichev et Viktor Potapov. German Manovtsev, 29 ans, médecin et commandant d'équipage, pour effectuer les recherches médicales et psychologiques. Pour Manovtsev, ça a été particulièrement dur pour lui. Alors il était le plus âgé, le plus expérimenté, mais au début de l'expérience, sa femme attendait un enfant. La première fois qu'il a vu sa fille, elle avait déjà 9 mois. Boris Ulibchev, 23 ans, ingénieur en charge du contrôle et de la maintenance des nombreux équipements techniques embarqués. Viktor Potapov sera victime d'une pneumonie 2 semaines avant le début de l'expérience et sera remplacé par Andrei Boshko, 28 ans, biologiste en charge de la serre. Alors pour le contexte, je vous rappelle que c'était top secret. Comment dissimuler ça à vos proches? Là, les responsables de la mission ont une idée absolument formidable. Ils ont dit, c'est simple, vous n'avez qu'à dire que vous allez en mission au pôle Nord. Vous partez pour un voyage d'affaires au pôle Nord. Moi c'est simple, hein, le prochain alibi que j'ai, je ferai pareil. Écoute chérie, je reviens dans un an, je pars au pôle Nord. Pour une mission, hein, c'est pour le travail. Nous sommes le 5 novembre 1967. Les 3 hommes entrent dans le vaisseau maquette. Le sas se referme, et ils vont y cohabiter pendant 1 an. Andrei Boshko se souvient. C'était vraiment tout petit. Lorsque nous relevions les couchettes, il n'y avait vraiment pas beaucoup de place. Nous avons seulement réalisé, quelques jours plus tard, dans quelle histoire nous nous étions embarqués. Et il restait encore 1 an à tenir. Tous les événements ont été filmés par 3 caméras, 24 heures sur 24. Alors, quelles étaient les conditions dans la chambre pressurisée? Alors, déjà, il y avait une très grande promiscuité. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais 12 mètres carrés remplis d'équipements, c'est plus petit que la pièce où je suis, et encore, la pièce où je suis est quasiment vide. 12 mètres carrés, c'est vraiment tout petit, donc on ne peut pas circuler sans se toucher. Alors, on ne peut pas courir, ça c'est sûr. Faire du sport, mis à part le vélo et marcher, faire des allers-retours tout droit quand personne n'est dans la pièce, pourquoi pas. Du bruit constant, les équipements font du bruit pour simuler les conditions réelles. Alors c'est pas un petit bruit, hein, c'est 90 à 100 décibels en continu, hein, de jour comme de nuit. Au cours de la 4e semaine, l'un des membres d'équipage fait une dépression nerveuse. Le bruit était devenu insupportable. 2 mois après le début de l'expérience, la lutte pour le leadership et les conflits ont commencé. Le plus difficile n'était pas la vie quotidienne, ni les situations d'urgence, mais les conflits d'équipage. Il y avait 3 participants. Les conflits sont inévitables et c'est une lutte constante pour le leadership. Andrei Boshko témoignera plus tard. Nous étions 3. 3, c'est quoi? Cela signifie 2 plus 1. La plupart des conflits étaient mineurs, mais il y eut également des périodes d'aversion, entraînant une haine aveugle et un dégoût physique. Boshko se souvient d'une vive dispute avec Manovtsev, au sujet de la cuisson des raviolis. À la suite de cela, ils ont arrêté de se parler et n'ont plus communiqué que par notes. Si les astronautes modernes consomment aujourd'hui 3000 calories par jour, au cours de cette expérience, les participants n'en avaient pas plus de 1000. L'ingénieur Boris Ulibchev a perdu 12 kilos. L'un des moments désagréables, selon Andrei Boshko, a été le saignement des gencives.
Il y avait du sang sur les bords des tasses dans lesquelles nous buvions. Une personne ayant une activité normale marche entre 8 et 12 km par jour. Dans cette expérience, c'était beaucoup moins. Les jambes sont très usées et la fatigue est accrue. Selon le scénario de vol, le module de la serre était censé s'arrimer au vaisseau 2 mois après son départ. Et c'est ainsi que le 22 janvier 1968, une petite serre de 7,5 mètres carrés, 24 mètres cubes, est rattachée à la chambre pressurisée. On peut penser que c'est beaucoup, mais tout l'espace était occupé par les plantes. Il y avait juste un passage étroit au milieu. Les 3 participants y font pousser du chou, des poivrons, de l'aneth ou encore de la bourrache. Une résine synthétique remplace la terre et une source lumineuse imite le spectre solaire. La vue des plantes vertes me met de bonne humeur, écrit Andrei Boschko dans son carnet de bord. Cela me calme et me distrait de la routine quotidienne monotone et épuisante. Je sais maintenant que les plantes seront une grande joie pour l'équipage des vaisseaux et des stations spatiales. Au 5e mois de vol, les responsables de l'expérience déclenchent la première situation d'urgence. La température monte soudainement à 32-33 degrés et une dépressurisation est simulée. La teneur en dioxyde de carbone monte à 3% et la teneur en oxygène baisse à 16%. Contrairement aux attentes, ce défi a renforcé l'équipe et les relations deviennent plus stables. Andrei Boschko écrira plus tard « Nous développons peu à peu de la réserve et de la patience, ainsi que la capacité à ignorer les petites choses désagréables et irritantes chez les autres. » Un peu plus tard, un incident similaire a été simulé, et là, c'était devenu tellement insupportable que les participants ont décidé de boire l'eau de la chasse d'eau, en cachette. Je les comprends, hein, personne ne regarde, on a un peu d'eau là, on la boit. Le 15 mai 1968, un nouveau système de recyclage de l'air est installé. Le précédent équipement était un équipement standard utilisé dans les sous-marins et nécessitait de changer quotidiennement les plaques des unités de régénération. Le nouveau système décompose l'eau en hydrogène et en oxygène. Il nécessite moins d'entretien et de maintenance de la part de l'équipage. Le 26 avril 1968, une nouvelle situation d'urgence est simulée. Des fumées envahissent l'habitacle et une odeur de plastique brûlé se répand. Un dispositif d'absorption des impuretés est activé par l'équipage et 2 heures plus tard, l'odeur de plastique brûlé avait complètement disparu. Qu'en était-il des divertissements? Lecture, bien sûr. Musique, un des participants avait une guitare. Il y avait une télé, mais il fallait la regarder par le hublot. Et bien sûr, les échecs. Nous sommes le 5 novembre 1968. L'expérience est terminée. 3 médecins entrent dans la chambre pressurisée. L'atmosphère était tellement irrespirable qu'ils ont eu la nausée et qu'ils ont vomi. Et oui, rappelez-vous, seul l'acide carbonique était évacué, pas le méthane, ni les excréments. Et la pièce n'avait jamais été aérée. Ah oui, en un an... Mais ça y est, ils l'ont fait. 1 an après le début de l'expérience, les participants quittent la chambre pressurisée. Et c'est seulement 3 semaines plus tard, à la fin des examens cliniques et psychologiques, qu'ils peuvent enfin retrouver leur famille. C'est cette expérience qui a jeté les bases sérieuses du concept de la psychologie spatiale. Les résultats obtenus au cours de cette expérience unique se sont avérés valoir leur pesant d'or pour les futurs vols spatiaux de longue durée. L'expérience a jeté les bases des vols spatiaux russes habités de plus en plus longs, à bord des stations orbitales Salyut dans les années 1970, puis de Mir, et aujourd'hui de la Station spatiale internationale. Les Russes détiennent toujours le record du plus long vol spatial jamais effectué, avec Valery Polyakov, qui est resté 437 jours seul dans la station Mir. Manovtsev, Ulybchev et Boschko, eux, ne sont jamais allés dans l'espace. Les conditions d'un vol spatial n'ont pas tout à fait été respectées, il n'y avait pas d'impesanteur, les rayonnements spatiaux n'ont pas été pris en compte. C'est cette expérience qui a jeté les bases sérieuses du concept de la psychologie spatiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a plu, abonne-toi, et si vous le voulez bien, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.